concernée par un psychotraumatisme complexe et des troubles schizoaffectifs avec lesquels j'ai dû batailler de longues années, souvent passées en institution psychiatrique. Je suis aujourd'hui rétablie et j'occupe le poste de travailleuse pair en psychiatrie au centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse, au sein d'un dispositif expérimental, le dispositif HOME, depuis 2 ans et demi. Je suis par ailleurs autrice d'articles dans la revue Santé mentale et d'un livre, Travailleuse pair en psychiatrie, aux éditions Célie Arslan. Voilà, je vous le montre là, parce que je n'ai pas fait de PowerPoint. Enfin, j'en ai fait un, mais il était très moche. Donc, le psychotraumatisme complexe est lié à un ensemble d'expériences traumatisantes, souvent précoces et répétées, entraînant des troubles persistants qui peuvent entraver le développement d'une personne sur des années, voire des décennies. Ces troubles peuvent être une dissociation persistante, une dépersonnalisation, une angoisse majeure, une fluctuation de l'humeur, mais aussi des hallucinations visuelles, auditives et olfactives. Les troubles schizoaffectifs, quant à eux, sont une forme de psychose à mi-chemin entre la schizophrénie et les troubles bipolaires. Autrefois appelés troubles schizophrénie dysthymique, les troubles schizoaffectifs se caractérisent par des symptômes de la schizophrénie, tels les idées délirantes, la persécution, les hallucinations et une variation très rapide de l'humeur qui nécessite d'être stabilisée au risque de grandes souffrances et de vivre correctement sa vie. Il est ainsi parfois complexe de distinguer les troubles en lien avec le psychotraumatisme et ceux en lien avec la schizophrénie dysthymique. Mon psychotraumatisme est en lien avec une séparation à la naissance avec ma mère, puis par une succession sur toute une période de mon développement, enfant et adolescent, de violences physiques, psychologiques et sexuelles, entraînant une fragilité psychique, affective et émotionnelle sur le long terme, avec un trouble anxieux généralisé dès 6 ans, de l'alcoolisme dès 14 ans et des troubles de l'attachement, pour ne citer que. À peine sortie de l'adolescence, à 21 ans, après une rupture familiale et le suicide d'un jeune que je connaissais, qui avait mon âge, et aussi de nombreuses consommations de toxiques, j'ai connu une première décompensation psychotique, ou bouffée délirante aiguë, nécessitant une hospitalisation en urgence à Sainte-Anne à Paris. Redirigée par les urgences psychiatriques, j'ai d'abord atterri au pavillon des Grands Agités de Sainte-Anne, dans une chambre d'isolement donnant sur des bâtiments en travaux et le ciel blanc de Paris durant plusieurs jours, avant d'intégrer le pavillon d'admission pendant un long mois. Le souvenir de cette parenthèse au pavillon des Grands Agités demeure en moi à l'état d'image figée qui parfois s'impose à moi, typique du traumatisme et des flashs traumatiques. Ma vie, par la suite, a été alternée de moments plus ou moins longs à l'extérieur et de longues phases d'hospitalisation de 2003 à 2020. J'ai pu, lorsque mes troubles impossibles à stabiliser me donnaient du répit, obtenir cependant une licence de lettres modernes, passer le concours de recrutement de professeurs des écoles, enseigner un temps, travailler en bibliothèque jeunesse, me marier et avoir un enfant, et aussi exposer des peintures afin d'exprimer mes angoisses et mes traumas. Il est à noter cependant que les phases à l'hôpital ont toujours été plus longues que les accalmies à l'extérieur. J'ai connu en 22 ans, après la BDA de mes 21 ans, encore 2 autres bouffées délirantes, aiguës, l'une quand mon fils était un nourrisson, l'autre quand il avait 7 ans. Ces BDA ont participé à réactiver mon psychotraumatisme par des prises en charge institutionnelles inadéquates et à enquister mes symptômes psychotiques et enfin à retarder le rétablissement. Je peux dire que j'ai été institutionnalisée près de 20 ans en totalité, avec quelques rares parenthèses heureuses. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai désiré m'orienter vers la pair-aidance professionnelle et que j'ai noué une alliance thérapeutique solide avec ma psychiatre actuelle, toujours, que j'ai pu commencer à me rétablir. Ce projet professionnel et cette alliance thérapeutique datent de 2017-2018, soit il y a à peu près 8 ans. Alors, je vais vous parler de la pair-aidance professionnelle et du rétablissement sur le tard. Suite à une reprise des études universitaires à Lyon à 43 ans en alternance avec des temps à l'hôpital, j'ai intégré le centre hospitalier Gérard Marchand en tant que professionnelle à Toulouse,
en juin 2023, après plus de 2 ans à chercher un poste sans succès. Je travaille actuellement à temps complet au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le dispositif Home, composé de 2 psychiatres, d'une interne, d'un éducateur, de 2 techniciennes d'intervention sociale et familiale, d'une psychologue, d'un ergothérapeute, d'infirmiers dont une addictologue, d'une conseillère en insertion professionnelle, d'une assistante sociale, de 2 secrétaires médicales, de 2 pères aidantes dont moi, d'une cadre de santé et enfin d'un chef de projet. Le dispositif Home, qui est encore expérimental, a pour vocation de permettre à des personnes éloignées du rétablissement et qui ont longtemps été hospitalisées en raison de troubles psychiatriques sévères d'intégrer un logement et de vivre une vie qui ait du sens pour elles, en dépit des troubles, dans une logique de réhabilitation psychosociale. À travers un suivi intensif dans la cité et centré autour de la personne, nous accompagnons ces personnes à raison de 2 à 3 fois par semaine, en moyenne, et dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Nous pouvons les visiter tous les jours, plusieurs fois par jour, lorsqu'elles sont en crise. Une permanence téléphonique existe en soirée et la nuit, et nous travaillons par binôme les jours fériés et les week-ends. Le ratio est de 8 professionnels pour un usager. Mon métier de travailleuse pair en psychiatrie comprend 2 volets. D'une part, j'informe mon équipe, à travers des discussions la plupart du temps informelles, du vécu de l'intérieur de certains aspects des psychoses, de l'hôpital psychiatrique et des traitements notamment. Par exemple, comment peut-on vivre une injection de neuroleptiques retard, physiquement et émotionnellement, lorsqu'on est une personne concernée? Ce que ça fait d'être contentionné ou en chambre d'isolement. Ce que l'on vit en phase de catatonie, qu'on ne peut pas parler aux autres et pourtant on ressent des choses. Quels sont les freins à la parentalité lorsqu'on est hospitalisé, avec la question du suivi ASE par exemple, ou encore qu'est-ce que l'angoisse psychotique vécue de l'intérieur. Je donne aussi mon point de vue lors de réunions cliniques autour d'un patient, lorsqu'il faut modifier ou adapter les conduites à tenir de l'équipe pour améliorer notre accompagnement pluridisciplinaire. Je tiens à noter que je suis considérée comme un membre à part entière de l'équipe et que je suis traitée à égalité, sans traitement de faveur, mais ni ostracisme condescendant. Mes autres missions sont d'offrir un suivi aux personnes accompagnées plus horizontal que dans le cadre d'un suivi classique. Comme je l'ai dit, j'ai vécu de l'intérieur certaines expériences traumatisantes du soin, d'autres expériences avec la maladie, analogues à celles de mes pères accompagnés, et parfois j'ai en commun avec eux des symptômes particuliers. Je peux partager aussi avec eux un même diagnostic. Ainsi, mon approche permet de détendre les liens avec la personne accompagnée, avec l'équipe tout entière, à travers des partages d'expériences, sans que je prenne un point de vue de soignante, que je ne suis du reste pas. En effet, je permets à mes pairs accompagnés une certaine reconnaissance de leur vécu, comme une validation de leur expérience et de leur ressenti, et je peux exprimer avec elles une empathie réciproque. J'ai pu atténuer une certaine violence perçue par mes pairs lors de crises, par ma relation égalitaire et la confiance tissée avec eux sur de longs mois. Ainsi, en mai 2005, une personne que j'appellerai Sabine, c'est une père souffrant de schizophrénie paranoïde, alors en soins sous contrainte à domicile, a accepté de nous suivre après plusieurs heures, mon collègue éducateur et moi, en douceur, sans faire appel aux forces de l'ordre, alors qu'elle décompensait brutalement et semblait déjà très inaccessible. Elle était en SDRE, ce qui fait qu'elle était en hospitalisation sous contrainte et elle était obligée de rentrer à l'hôpital. Nous avons ainsi permis une réhospitalisation ou une réintégration sans réactivation traumatique pour Sabine. Mon rôle au sein de Home est en effet d'atténuer la brutalité des prises en charge en urgence des personnes que j'accompagne et leur permettre une moins grande souffrance, ainsi qu'une moins grande perte de temps qu'occasionnent toujours les états de crise psychique non pris en charge. Si j'étais déjà bien engagée dans mon processus de rétablissement avant de prendre mon poste, le fait de travailler au sein du dispositif Home m'a permis de consolider une certaine stabilité en me permettant d'aider à mon tour des personnes souffrant pour la plupart de psychoses et parfois de traumatismes, en ayant derrière elles des parcours chaotiques, souvent dépourvus de sens. Travailler en tant que père aidante à Home m'a permis de me remettre du sens là où il était absent, car la souffrance psychique est à mes yeux sans aucun sens. J'ai aussi remis du sens à mon parcours et à mes épreuves en aidant
d'autres pairs. Je vais faire un petit focus sur le rétablissement parce que je parle depuis 10 minutes du rétablissement, du mien, des personnes accompagnées par le dispositif Home. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Alors, le rétablissement est une notion philosophique importée d'outre-Atlantique, liée au concept de pair aidance ou l'entraide entre pairs. La philosophie du rétablissement consiste à penser que toute personne peut mener, en dépit de troubles psychiatriques persistants ou résiduels et même sévères, une vie satisfaisante et qui ait du sens pour elle. Se rétablir n'est pas nécessairement retrouver un travail ou être inséré dans la société, mais c'est quelque chose qui fait sens pour la personne concernée par les troubles psychiques. C'est une notion subjective et personnelle. Le rétablissement n'est ni la guérison, ni l'effacement des symptômes, mais la poursuite d'une vie heureuse avec les symptômes. Je peux pour ma part me dire rétablie, en dépit de nombreux symptômes de la psychose et du psychotraumatisme qui m'accompagnent encore au quotidien, mais qui n'entravent plus ma vie. Enfin, le rétablissement est un processus non linéaire, avec ses hauts et ses bas, et il dure toute la vie. On peut chuter lors de son processus de rétablissement, avant de retourner à un état d'équilibre qui n'est jamais un retour antérieur. Il y a 15 jours, un peu moins de 15 jours, nous avons, ma psychiatre et moi, réajusté mon traitement suite à une accélération de la pensée préoccupante et une hausse problématique de l'humeur qui m'a forcée à m'arrêter quelque temps, craignant une décompensation majeure. J'ai pris quelques jours de congé, j'ai réajusté mon traitement et j'ai pu ainsi éviter une trop grande crise, trop douloureuse, voire une hospitalisation en urgence qui m'aurait empêché d'être là aujourd'hui. Les rechutes font partie du rétablissement comme d'autres phases plus heureuses de la vie. Je pars toujours de mon expérience de patiente de l'institution psychiatrique et de ma vue des personnes concernées par la psychose pour mener à bien mes réflexions et ensuite les comparer à d'autres situations vécues par mes pairs accompagnés afin de les aider au mieux. Ce que l'on nomme savoir expérientiel ou savoir tiré de l'expérience, c'est cela. C'est des connaissances pour la plupart du temps empiriques qui nous servent de matériaux dans lequel on puise pour effectuer des accompagnements avec d'autres pairs accompagnés. La retraumatisation des patients par l'institution, plus ou moins consciente parmi les professionnels, engendre toujours une aggravation des symptômes psychotiques et empêche ou retarde le rétablissement. Je pars du postulat que les personnes psychotiques sont souvent porteuses de traumatismes antérieurs. Ce n'est bien sûr pas toujours le cas. En tout cas, je n'ai pas assez étudié pour pouvoir vous faire une règle scientifique. Mais la question d'un traumatisme sous-jacent est à mon sens toujours à poser lors des débuts de prise en charge des personnes par l'institution psychiatrique. Il m'apparaît clairement aujourd'hui que si j'ai tant tardé pendant des années avant de me rétablir de ma psychose, c'est parce qu'il n'y avait pas eu pendant très longtemps de prise en compte par l'institution psychiatrique de mon psychotraumatisme. Pendant très longtemps, en effet, accent tout sur les facteurs héréditaires et l'abus de substances psychoactives, pour moi, mais comme pour d'autres personnes, on cherchait à éradiquer les symptômes de la psychose, tels l'angoisse ou le délire, sans vision holistique. Un peu comme si le délire, les angoisses, les troubles en général pouvaient se traiter séparément, comme on s'occupe de plâtrer une jambe cassée, séparée du corps. À 21 ans, à Sainte-Anne, ma psychiatre m'a dit un jour qu'elle n'était pas là pour parler avec moi, mais pour éliminer mes symptômes schizophréniques, alors que je lui manifestais un grand désir de parler avec elle. Mais parler, pour cette professionnelle, était une perte de temps. Je cherchais alors à comprendre le processus qui m'avait amené à errer toute une nuit de février, pieds nus, dans Paris, me prenant pour un Rimbaud adolescent et terminant ma course en haut de la Sorbonne, prête à sauter au petit matin dans le vide. Je conservais de cette nuit décompensée de nombreux souvenirs qui m'assaillaient tels des flashs obsessionnels. Je pense qu'il y a pire de refuser de prendre en compte un psychotraumatisme éventuel chez une personne décompensée comme je l'ai pu l'être plusieurs fois dans ma vie. Je pense en effet que l'institution parfois participe à une retraumatisation des patients de psychiatrie, cherchant à provoquer un choc bénéfique afin de nous faire revenir à un état plus lucide et plus calme, comme si l'on pouvait être vraiment maître de nous-mêmes à ce moment-là. Je vais vous donner quelques exemples de retraumatisation tirés de mon expérience de patiente. Alors tout d'abord, la retraumatisation au pavillon des Grands Agités.
Au pavillon des Grands Agités de Sainte-Anne, je suis enfermée sans explication dans une pièce vide, habillée de l'uniforme des patients en crise, le fameux pyjama bleu pervenche. Au sol est posé un matelas recouvert de plastique. Il n'y a pas de toilette ni de lavabo. À gauche de cette pièce, il y a le hublot qui donne sur un couloir avec d'autres portes et d'autres hublots, donnant eux-mêmes sur d'autres chambres d'isolement. Et à droite, il y a une fenêtre renforcée par une vitre teintée donnant sur l'extérieur. J'essaie alors en plein délire de parler aux personnes qui m'ont enfermée là, et les gens qui semblent être libres dans ce décor carcéral. La personne qui nettoie les sols m'ignore, et lorsque j'appelle, personne, aucun infirmier ne vient. Ma pensée est alors tellement accélérée que je crois aux signes et aux messages divins. Je m'imagine que je vis un jeu télévisé en direct où je suis filmée et où il s'agit de résister et de ne pas divulguer mon identité pour ne pas décevoir ma mère. J'ai dit à la police qui m'a ramassée au petit matin que je m'appelais Paradoxe. Et j'ai maintenu ce discours devant la psychiatre qui m'a admis aux urgences. Je n'ai pas dormi ni mangé, ni bu depuis 2 jours et 2 nuits. Je ne ressens pas la fatigue tellement mon cerveau va vite. À un moment donné, je dis que j'ai soif, assez fort, mais sans agressivité. La porte verrouillée s'ouvre soudainement et 3 infirmiers en pyjama blanc surgissent, me plaquent sur le matelas au sol. L'un d'eux me dit « bouge pas », en me tutoyant. Il semble alors très menaçant et j'ai l'impression que je suis en danger. Tandis qu'un autre me tient et qu'un autre encore me fait une piqûre d'aldol. Après m'avoir piqué et remonté le bas de pyjama, ils repartent comme s'ils étaient venus, sans me parler. Je me mets à hurler, à pousser un cri qui provient sans doute de très loin, peut-être de l'âge avant la parole. J'ai toujours en mémoire l'intensité de ce cri poussé ce matin-là. Je rattache ce souvenir à la première retraumatisation institutionnelle de mon parcours en psychiatrie, en lien avec des violences physiques et sexuelles que j'ai vécues par des adultes lorsque j'étais enfant. Le délire finira par être cassé, mais à l'issue de cette première expérience de l'hôpital, je ferai une dépression sévère, allant jusqu'à ne plus pouvoir me laver. Un autre exemple de retraumatisation a lieu durant l'hospitalisation en elle-même, suite à cet internement dans le pavillon des Grands Agités. Si ma psychiatre m'a dit à 21 ans qu'elle ne souhaitait pas parler avec moi, je n'ai bénéficié non plus durant cette hospitalisation d'aucun entretien infirmier, livré à moi-même entre les heures des traitements, du coucher et des repas. Je suis restée un long mois littéralement assise devant l'horloge du service sur mon lit, que le temps passe, à attendre que le temps passe. Cette absence de lien soignant a aggravé sans doute mon angoisse psychotique, l'a comme enquistée, empêchant de réparer le lien originel que tout individu doit tisser pour vivre une vie équilibrée et qui était ténue et trop fragile à ce moment-là. Cette expérience, comme une forme de négligence, a fait ressurgir les mises à l'isolement fréquentes dans ma chambre que j'ai pu vivre durant les premières années de ma vie, lorsque l'on tenait si peu compte de mes émotions. Par ailleurs, faute de me parler, ils ne sauront pas que ma famille est hautement délétère et ils m'enverront en convalescence chez elle, permettant une poursuite des violences intrafamiliales contre moi, alors que j'étais très vulnérable. Bon, je vais vous parler de la contention maintenant. Bon. Alors, plus tard à la trentaine, j'ai connu 2 fois l'entrave totale du corps. Une première fois en étant menottée aux 2 poignets à mon brancard durant une journée suite à une tentative de suicide le jour de mes 34 ans. La seconde en étant contentionnée durant 4 heures sur une table classique de contention dans une chambre d'isolement suite à une crise d'hystérie et l'appel au SAMU par ma sœur. Durant ces 4 heures, persuadée que les liens se resserraient si je bougeais, on ne nous explique absolument rien quand on nous attache, je suis restée parfaitement calme et silencieuse, et malgré cela, on ne m'a pas libérée comme pour me punir. Si cela n'a pas été fait dans ce but, pour me punir, j'en ai gardé la conviction, entraînant en plus sur le long terme une méfiance à l'égard du soin et des soignants, et empêchant toute alliance thérapeutique à venir de se tisser. On peut imaginer ce que la contention fait comme dégâts sur l'état émotionnel, affectif et psychique d'une personne en crise. Je peux dire que durant et après ces 2 expériences extrêmement éprouvantes d'entrave totale du corps, j'ai manifesté de la sidération, puis un état dissociatif extrême qui a perduré des mois durant. Suite à mon expérience de contention durant 4 heures, à peu près 3 mois après, j'ai fait ma 3e bouffée délirante aiguë à Paris. C'était en 2013 et j'avais 36 ans. Enfin, une dernière retraumatisation, c'est la retraumatisation avec l'entrave à la parentalité. L'entrave à la parentalité a duré longtemps. Elle a commencé lorsque j'ai eu avec mon conjoint un désir d'enfant, puis par la suite, lorsque l'ASE s'est imposée dans l'éducation de mon fils par un suivi rapproché
sans qu'il n'y ait eu ni négligence ni maltraitance de ma part, et les suspicions ont eu lieu jusqu'aux 13 ans de mon enfant. Le simple fait d'être psychotique avec des épisodes délirants dans mon parcours, un manque d'argent chronique, mais aussi être en rupture de ban avec ma famille, bien insérée socialement et favorisée culturellement, puis avec mon conjoint, considéré par l'ASE comme l'élément stable de la cellule familiale, ont suffi pour justifier un contrôle rapproché de l'ASE par le biais d'une AEMO, maintes fois reconduite. Si j'étais en rupture avec ma famille et mon conjoint, c'était nécessairement parce que c'était moi qui étais instable. Les événements par la suite m'ont réhabilité, mais au prix de beaucoup de casse pour moi et pour l'équilibre de mon fils. Cette suspicion de l'institution a provoqué beaucoup d'émoi et d'angoisse, une dévalorisation chronique avec en prime la terreur qu'on m'arrache mon fils et qu'on me le place en foyer jusqu'à ses 18 ans, sans raison valable. Les menaces de signalement par les médecins et le suivi ASE ont fait reperdre toute confiance en moi sur le long terme, entraînant une résurgence de beaucoup de symptômes psychotiques et psychotraumatiques. Ces symptômes ont pu s'apaiser avec la majorité de mon fils, lorsque tout danger de mise en foyer a disparu de fait. Il n'a aujourd'hui, mon fils, que 19 ans et demi. « 2013 marque un tournant dans mon parcours de rétablissement. La psychiatre du service où j'ai été hospitalisée, toujours à Sainte-Anne, dans le même pavillon, mais 15 ans plus tard, a pris en compte mon psychotraumatisme par le biais d'échanges et d'accueil de la parole et d'un suivi psychothérapeutique, mais aussi de soins psychocorporels tels des massages et des techniques de mise à distance par le corps de trauma en sophrologie et enfin de la kiné. J'ai notamment fabriqué ma bulle mentale, je lui ai donné une couleur, une odeur et une texture avec l'aide de la jeune sophrologue du service. Cette bulle m'a énormément aidée par la suite lorsque j'étais sidérée et tétanisée par la peur durant certaines épreuves de mon parcours et que j'allais devoir me confronter à des personnes qui me faisaient peur. C'est à partir de ce petit changement copernicien dans mon suivi que j'ai pu envisager de ressentir un peu d'espoir d'un rétablissement possible. Le psychotraumatisme est souvent en toile de fond de beaucoup de personnes avec psychose que j'accompagne. Je le dis souvent et pas toujours. Je n'en sais rien en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut à mon sens toujours questionner l'existence éventuelle d'un traumatisme lorsqu'il y a trouble psychotique. Et encore plus une pharmacorésistance, c'est-à-dire une non-efficacité des traitements sur les symptômes. Je pense aussi qu'il faut toujours tenir compte du récit du traumatisme, même lorsque la personne présente un état délirant au premier plan. Se réfugier derrière le délire apparent pour classer le psychotraumatisme dans ce qui serait erroné ou inexact peut conduire à des errances thérapeutiques et à des mises en danger bien plus graves pour les personnes. Et c'est surtout des mises en danger auto-agressives et pas hétéro-agressives. Maintenant, je vais vous parler de Claire. C'est une femme de 55 ans atteinte de schizophrénie que je suis depuis 2 ans et demi. À 20 ans, elle est tombée malade et après un certain déclin, depuis 9 ans, elle est hospitalisée au long cours au long cours à l'hôpital psychiatrique sans possibilité pour le moment de réhabilitation psychosociale. En début d'année, en janvier, elle a fait un cauchemar durant la nuit, très violent, criant très fort dans son lit. Les infirmiers, sans doute en sous-effectif et désireux de ne pas réveiller les autres patients endormis, l'ont mise en chambre d'isolement pour la nuit, sans vérifier ses poches. Une fois enfermée en isolement, Claire a vu son frère et son père pendus au plafond, les yeux révulsés. Pour faire partie de cette vision d'horreur, elle a mis le feu à son matelas, qui a rapidement gagné une partie de la zone fermée de son unité d'hospitalisation, regroupant les chambres d'isolement. Il n'y a eu aucun blessé, à part quelques intoxications à la fumée sans gravité parmi les soignants. Claire a vécu un viol dans une cave fermée à clé de 4 à 9 ans. Elle m'en a parlé lors de mes accompagnements qui a duré 2 ans ensemble. En retournant dans une pièce fermée lorsqu'elle est angoissée, son angoisse bien sûr devient abyssale et démultipliée, ce qui est logique. Le personnel soignant a décidé de la diriger vers un autre étage du CHU où elle est hospitalisée, dans une autre unité, plus calme, rattachée à notre secteur, mais toujours en isolement et ce, en continu. Au bout de 15 jours, on lui permet de sortir quelques heures dans le service hors de la chambre d'isolement. Lorsque j'ai le droit de lui rendre visite, je vois une femme considérablement vieillie, souriant faiblement, silencieuse, absente. Claire est sidérée, elle n'est pas calmée ni apaisée.
Pourtant, les psychiatres du service qui ne sont pas formés au psychotraumatisme pensent qu'elle s'apaise, aggravant son traumatisme sans le savoir. Pour ces raisons, ils souhaitent poursuivre le traitement par la chambre d'isolement. L'expérience dure encore 15 jours, sans voir le jour, enfermée quasi continuellement en chambre d'isolement. Je tente de la visiter le maximum de fois possible dans la semaine et ne reconnais pas ma père, d'habitude à l'humeur labile, mais au rire communicatif et rempli de joie. Quelque temps plus tard, elle retourne dans son service d'origine. Ses obsessions traumatiques ressurgissent de façon vertigineuse et il est impossible parfois de l'apaiser avec des mots. La simple menace de la chambre d'isolement par les infirmiers du service, par contre, la font redescendre. Je découvre sidéré qu'en 2025, on pratique le dressage à la place du soin. Depuis l'hiver dernier où la retraumatisation de Claire a eu lieu, ma père me parle sans cesse de viol et d'enfance atomisée, de meurtre et d'euthanasie. Ses troubles psychotiques ont empiré et sa pharmacorésistance sont plus forts que jamais. Suivie par Home, qui lui a permis d'accéder à un logement où elle peut se rendre en permission lorsqu'elle n'est pas trop en crise, nous tentons de lui faire entrevoir autre chose que les murs fermés de l'hôpital. En conclusion, le rôle de l'institution psychiatrique n'est certes pas d'annuler la psychose et les maladies psychiatriques en général, ni de les éradiquer. Si elle avait ce pouvoir, elle l'aurait utilisé à bon escient, et ce depuis longtemps, à n'en pas douter. Prises individuellement, les soignants de Claire sont sans doute des personnes sympathiques et humainement enrichissantes. Cependant, l'inertie du nombre au sein d'une équipe ayant parfois perdu de sa cohérence, de sa cohésion, peut être désastreuse. Il y a une facilité de se cacher derrière une routine, un protocole, des principes, et l'envie aussi parfois de marquer les esprits des patients. La HAS, la Haute Autorité de Santé, déplore une hausse ces dernières années des pratiques de contention et d'isolement en France, malgré un encadrement de plus en plus strict des protocoles. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'un patient est une personne malade et en aucun cas une personne à rééduquer, à reformater, à dresser ou à punir. La contention telle que je l'ai vécue 2 fois a été un acte punitif, aucunement thérapeutique. M'isoler a souvent été contre-productif. De nos jours, la pratique de la contention et même de l'isolement sont de plus en plus questionnées et remises en cause par les équipes, et c'est une bonne chose. Selon moi, la violence ne peut être jamais définie comme un soin, au même titre que la punition ne peut pas non plus être un soin. Ce n'est qu'en dernier recours seulement, en cas de danger avéré pour la personne et pour autrui, que ces mesures d'entrave doivent être utilisées, ou elles ne reviennent qu'à n'être qu'un moyen de coercition sur le corps et la psyché des patients. Dans mon cas, en 1998, lorsque j'avais 21 ans, la remise en question des pratiques de contention et d'isolement n'avait guère lieu, car elles étaient anciennes et semblaient aller de soi. Elles n'avaient jamais vraiment été re-questionnées, à l'exception de certaines équipes dissidentes qui faisaient le parti de son passé. Depuis lors, il y a eu les lois handicap et Kouchner dans les années 2000, avec de nouveaux concepts, comme la prise en compte de la douleur psychique et les notions de handicap psychique. Ces notions ont encouragé les professionnels du soin en psychiatrie à reconsidérer le soin. Pour terminer, un patient de psychiatrie n'est pas non plus une somme de symptômes, mais un écosystème complexe, composé certes d'hérédité, mais aussi d'un vécu marqué parfois par le psychotraumatisme précoce, par des habitudes de vie plus ou moins à risque, où l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et les liens sociaux entrent en compte. Au-delà de l'absurdité d'espérer une réaction unique à toute action, tout compartimenter est une erreur encore fréquente de nos jours. À chaque symptôme semble correspondre une molécule qui serait judicieux au premier abord d'utiliser. Si c'était si simple, il n'y aurait plus guère de patients malades de psychose, ni de troubles psychiques, ni de pharmacorésistance en psychiatrie si l'on pouvait tout expliquer par la chimie. On oublie souvent que le traitement ne fait pas tout, comme la neurobiologie n'explique pas tout, et que le lien est beaucoup plus puissant qu'on ne se l'imagine. La psychose est parfois justement définie comme la maladie du lien, et cela me semble pertinent. Réparer ce lien abîmé, c'est aussi, il me semble, contribuer à réparer l'ensemble de la personne malade de troubles psychiatriques en partant de la racine. Me concernant, c'est avant tout par beaucoup de patience et de constance, mais aussi par le lien étoffé que j'ai pu tisser et inventer avec mes infirmières référentes à partir de 2013, puis avec ma psychiatre à partir de 2017, que j'ai pu me réparer en grande partie et me rétablir. Alors seulement les traitements nécessaires ont pu s'avérer efficaces.
Les chemins relationnels anciens, parfois douloureux, doivent être repensés. Repensés avec un A également. Pour paraphraser Alice Miller, un enfant blessé jouit au fond d'une personne traumatisée. Il s'agit aussi pour le soignant de tendre la main à cet enfant qui se cache comme dans un puits et qui demande qu'on sorte de l'enfer et qu'il vit et revit interminablement après chaque expérience douloureuse qui lui fait revivre le traumatisme. Les violences institutionnelles, en plus d'être moralement répréhensibles, sont inefficaces et aggravent les troubles. Aller vers les personnes en souffrance psychique est aussi une gageure de l'institution et une obligation morale de la société tout entière. Il est possible d'aller vers cet enfant qui gît, retisser les liens abîmés, redonner confiance, offrir une gangue sécure qui permette de prendre appui sur quelque chose de tangible pour permettre d'oser espérer un jour se rétablir. Je vous remercie. Donc moi je suis psychologue clinicien, je suis psychanalyste et personnellement j'ai moi-même subi beaucoup de choses, de l'inceste, plusieurs. Donc je connais de l'intérieur, je sais comment que ça se passe, ces choses-là. C'est ça qui a fait que peut-être je suis devenu spécialiste malgré moi de ce sujet. Et je voudrais dire d'abord, alors juste on m'avait dit de présenter mes livres. Donc ça, c'est les deux, c'est les deux qui traitent spécifiquement de cette question-là, des violences sexuelles et de l'inceste. Et ce matin, je vais vous parler de l'inceste parce que c'est absolument pas, je ne peux pas séparer les violences sexuelles généralisées de l'inceste. Ça va toujours ensemble. Et dans ces deux livres-là, le plus compliqué était celui de gauche. Et donc, c'est un sujet qui est important parce que dans ce que j'avais préparé, j'avais parlé de la prise en charge. Et c'est un livre qui est bizarre parce que j'ai eu beaucoup de presse pour tous les autres livres, des télés, des trucs comme ça. Et ce livre, eh ben on n'en a pas du tout parlé. Ça a même été déprogrammé. J'avais des grands magazines qui m'ont dit qu'on ne pouvait pas parler de ça à cause de l'Ukraine. Non mais c'est texto. Je dis ok. C'est l'attaché de presse qui m'a dit ils ont préféré déprogrammer l'article. Pourquoi? Parce que j'ai parlé du fait qu'il y a un problème au niveau des prises en charge des violences sexuelles. Et d'ailleurs, j'ai préparé ce matin un truc, vous allez voir, pour vous faire comprendre. Donc ça, c'est les autres livres que j'ai fait avant, qui parlent plus du transgénérationnel, mais qui est important aussi dans le cas des violences sexuelles. Et là, je vais vous présenter tout de suite, ça c'est mon dernier livre, qui parle de sa responsabilité, même face aux violences sexuelles en tant que personne. Et je vais vous parler d'un cas, voilà, d'une adolescente de 13 ans. Pourquoi? Parce que c'est tout frais. J'ai fait une supervision il y a 1 an, donc en novembre de l'année dernière, dans le cadre d'une fondation que je nomme pas pour pas qu'on reconnaisse la personne, même si enfin voilà, bon, je vais parler de ça. C'est donc en tout cas un service social de l'enfance, vous voyez, qui est en protection judiciaire de la jeunesse et qui font ce qu'on appelle des AEMO, de l'investigation éducative. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Je fais une journée de supervision avec eux. Et il y avait à peu près une vingtaine d'intervenants, des psychologues, des éducateurs, toutes sortes de personnes et tout. Et on me présente le cas d'une adolescente de 13 ans. Personne n'y arrive, ils ne comprennent pas son affaire, elle fait un bazar pas possible, ils pensent même l'hospitaliser. Et ils me présentent ce qu'ils font, ce qu'on appelle un génogramme. Alors, voilà le génogramme, donc vous inquiétez pas, ça peut paraître compliqué. Les ronds, c'est les femmes et les carrés, c'est les hommes. Alors, je vais récupérer ma souris, parce que là, il faut que je vous montre. Il faut déjà que j'attrape ma souris, elle est ici, voilà. Donc, elle est ici, la petite. Et là, elle a 14 ans, aujourd'hui. Et donc, vous voyez, cette petite était là, elle faisait un bazar terrible, et il y avait en fait 3 unions de sa maman. Donc, voilà, vous me suivez, elle est ici, sa maman. Et puis, moi, quand j'arrive, je vois la situation, il me présente la situation, et je vois déjà qu'il y a la mère a elle-même été incestée par son père, il y a des violences conjugales entre elle et le deuxième conjoint, donc il y a une séparation à cause des violences conjugales, et puis j'apprends qu'il y a un inceste ici de son fils plus petit par l'oncle. Et puis, elle vit une 3e union, ici,
Ils vivent ensemble, enfin, ils sont ensemble, mais ils vivent séparés. Et alors, cette fondation m'a contacté il y a 3 semaines, à peu près, pour me dire, écoutez, il faut qu'on vous dise, en plus tout a été enregistré, vous nous avez dit, parce que qu'est-ce que je leur ai dit? Moi, quand j'ai vu ça, je leur ai dit, la petite a été incestée. Et personne n'y avait pensé. Donc ça veut dire qu'il y avait une ribambelle de psychologues, il y avait des psychiatres, il y avait tout le monde. Et ils sont un peu stupéfaits, ils disent, mais comment? J'ai dit, c'est logique. Il y a quelque chose de logique là-dedans. Bon. Et je leur dis même, alors, j'ai pas regardé l'enregistrement, j'ai un soupçon sur celui-là. Mais vous allez voir que c'est très systémique. C'est pour ça que je veux vous montrer que les violences sexuelles sont toujours systémiques. Et ce qui se passe, c'est que voilà ce qui s'est passé il y a à peu près 3 semaines, c'est que la petite est avec sa maman, elle marche dans la rue, et en marchant dans la rue, elles vont faire des courses, et la petite lui dit, tu sais, ton mari, il me viole depuis que j'ai 9 ans. Alors elle dit ça à sa mère, et c'est là que vous allez voir comment comment ça fonctionne au niveau des familles. Sa mère dit, ah, je vais le dénoncer tout de suite à la police. Mais avant, je vais amener ton petit frère à l'hôpital. Parce qu'il devait aller à l'hôpital pour un examen. Elle dit, retourne à la maison, j'arrive. Alors sa fille retourne à la maison, elle va à l'hôpital, puis à la fin de la consultation, elle appelle la police. Elle dit, voilà, mon mari viole ma fille et tout. Et je trouve que la police a été très intelligente. Franchement, là, j'ai trouvé ça super, parce qu'ils ont dit, écoutez, madame, on vous entend, où est votre fille? Elle dit, elle est à la maison. Ils disent, on arrive, vous rentrez vite chez vous. Et elle rentre chez elle, et quand elle rentre chez elle, elle ouvre la porte de la chambre de sa fille est nue, et son mari a le pantalon baissé. Donc, flagrant délit, le monsieur est en prison, donc depuis novembre, on est encore novembre, donc il est en prison depuis pas longtemps. Et donc, ils m'ont contacté pour dire, mais comment vous avez su? Vous voyez, c'est étrange, je ne suis pas Madame Irma. C'est que du coup, ce qu'on va voir, c'est ça. C'est que vous avez un arbre comme ça, un arbre généalogique, et du coup, vous apercevez qu'il y a eu un inceste avec ce beau-père. Sauf que je les ai prévenus, parce que du coup, ils m'ont dit comment on fait maintenant et tout, et maintenant, je leur ai dit, cherchez le premier. Parce que pourquoi? Parce que, et je pense même que ce monsieur, dans sa défense, va trouver un avocat qui dise que c'est elle qui a commencé. Et peut-être que c'est elle qui a commencé. Le pire. Et pourquoi elle aurait commencé? Parce qu'elle a déjà été abusée avant. Et j'ai un soupçon sur celui-là. Mais aussi sur un grand-père, parce qu'ils m'ont parlé d'un grand-père un peu bizarre. Celui-là, excusez-moi. Non, c'est logique. Moi, je leur ai parlé de celui-là. Pourquoi? Parce que cet homme-là, c'est son grand-père préféré. Alors, vous comprenez, ce grand-père qui a violé sa mère, elle allait tout le temps le voir. Donc, moi, j'aurais dit, il faut faire une enquête de ce côté-là. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des systèmes, et ce sont des systèmes, ce qui fait que, et je soutiens qu'il n'y a pas de violence sexuelle, parce qu'on parle souvent des violences sexuelles des hommes, et c'est vraiment les hommes. Là, ça, c'est clair. C'est très compliqué d'être un homme des fois. Voilà, hier, par exemple, hier soir, je suis arrivé tard et tout, je vais à l'hôtel et tout. J'ai une bonne intuition, j'ouvre ma télé, et il y avait sur Arte, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, hier soir, il y avait un truc incroyable sur les jugements des hommes qui font des violences sexuelles à leurs femmes. Et donc, les hommes étaient filmés de dos, puis il y avait la juge qui était en face, puis on voyait défiler tous ces hommes-là. Et moi, j'écoutais ces hommes-là, c'était des petits garçons, tous des petits garçons, violents, tueurs. Mais à chaque fois qu'il leur disait, vous avez fait ça, vous l'avez insulté, vous l'avez tapé, ils disaient, bah oui, mais elle n'était pas gentille, et puis elle m'a provoqué, patati, patata. Et à chaque fois, je voyais des petits enfants de 3-4 ans. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça commence par l'inceste et ça commence par les familles. Un agresseur ne vient pas de nulle part. Il vient d'une famille. Il a été éduqué comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, c'est pour ça que je vous amène ça. Ce sont toujours moi j'appelle ça les familles d'inceste. Et c'est très compliqué à dire, parce qu'en même temps, la famille, c'est sacré. Donc comment on fait? On va parler de l'inceste, on ne va pas en parler, ou ça. Mais c'est comment on va dire, le lit de l'inceste qui va faire le lit de toutes les violences sexuelles. Puisque ça a été des petits garçons, et ces petits garçons, ils ont été dans une famille, et ce sont des valeurs qui sont apprises. J'ai vu hier, vraiment, sur ce documentaire là, sur Arte, on voit à quel point ces hommes ont des valeurs. C'est les leurs.
C'est les leurs, ils y croient. C'est pour ça que même devant le juge, il y en avait, je me disais, mais c'est incroyable, il est en train de s'enterrer, il est en train de creuser sa prison. Mais non, mais il dit c'est comme ça, parce que je la tape, parce que si, parce que ça. C'est là qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. Alors, je vais commencer, comme je vais assez vite, tout de suite par ce sondage que j'amène toujours parce qu'il est très très intéressant. Ça vient de l'association Face à l'inceste. Et il est intéressant parce que même si c'est de 2020, le dernier sondage, on comprend tout avec ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez, alors je vais bien vous montrer, quelles sont les personnes? Ce sont des personnes qui vont déclarer avoir subi l'inceste en France. C'est des instituts assez corrects, Ipsos, Harris, bon voilà. Et on arrive en 2020 à 6,7 millions de personnes en France qui déclarent avoir été incestées. Alors, première observation, en 2009, il n'y en avait que 2 millions. Croyez-vous qu'entre 2009 et 2020, il y en a plus? Non. C'est que maintenant on parle. Ça veut dire que ce phénomène-là, c'est que quand on les interrogeait en 2009, ils ne parlaient pas. Ils ont parlé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est MeToo. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que la parole s'est libérée. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais elle s'est libérée dans les cabinets des psys aussi. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et alors ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, 6,7 millions, déjà, vous arrivez au chiffre à peu près général qu'on dit, c'est 1 sur 10. Mais c'est pas ça. Pourquoi? Parce que vous avez deux catégories de personnes. Vous avez ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées disent il m'est rien arrivé, mais c'est toujours cette même chose. Il m'est rien arrivé. Vous arrivez quelque chose? Je reçois des familles. Non, non. Mais, puis c'est énorme ce qu'on vous raconte. Hein. Juste pour dire comme ça, parce que c'est aussi le thème d'aujourd'hui, parce que c'est la question de la prise en charge. Moi, j'ai été prof de fac pendant 5 ans dans une faculté privée de psychologie à Paris. C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait 25 profs. J'étais le seul prof à parler de ça. Donc ça veut dire que les étudiantes, c'était beaucoup des étudiantes de master, elles arrivaient en master et elles avaient appris autre chose. Donc j'avais des questions des étudiantes qui étaient des psys l'année d'après. C'est-à-dire que l'année d'après, vous allez avoir des étudiantes qui vont être psy en institution, c'est pour ça que je vous le dis, et qui me disaient des trucs impossibles. C'est-à-dire que, je vous dis ça pourquoi, je pense à je parle de tout ça, puis je leur dis d'ailleurs les chiffres. Moi, j'arrive des fois à des 5 sur 10 dans certains milieux, des choses comme ça. Et je leur dis, à la fac, c'est possible. Et à la fac, je l'ai vu. J'ai fait un petit sondage avec toutes les étudiantes et j'étais stupéfait parce que c'était quand même il y a 3 4 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voyais que la moitié des étudiantes avaient été abusées déjà. Des filles de 20 ans, 24 ans. Et il y en a une qui vient à la pause, psychologue en master. Elle me dit oui, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Je pense pas que j'ai été incestée, mais que pensez-vous? Vous voyez, quand j'étais petite, mon oncle me mettait la main dans la culotte. Et dit, vous pensez que c'est de l'inceste? Et je lui dis, ben oui. Et vous comprenez, c'est ça que j'ai tout le temps. Alors ça s'appelle le déni. Ça veut dire que combien de personnes sont dans le déni? Donc vous rajoutez peut-être quelques millions. Et la troisième catégorie, c'est laquelle sur laquelle je travaille le plus, c'est les amnésiques. Il y a énormément d'amnésie. Je connais beaucoup l'amnésie puisque je l'ai été moi-même et que moi j'ai retrouvé tout à 50 ans. Donc j'ai 50 ans de ma vie où je ne vais pas bien et je ne sais pas pourquoi je ne vais pas bien et je fais des années et des années de psychanalyse. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ce qui veut dire que les chiffres, eh ben on ne sait pas. Donc je ne peux pas, j'ai fait une émission à France Inter, il y a des gens qui ont appelé après en disant mais comment ce monsieur peut-il dire des chiffres comme ça? Bah oui, mais parce que je ne peux pas quantifier. Comment je quantifie les gens dans le déni? Comment vous quantifiez les gens qui sont amnésiques? Vous faites pas une étude sérieuse, vous ne pouvez pas les trouver. Et moi, je ne connais beaucoup, beaucoup d'amnésiques. C'est très, très compliqué. Et donc, il y a une urgence. Là, je pense qu'il y a une urgence, mais qui est mal partie. Je vous dis honnêtement, parce que je sais que dans le milieu de la psy, ça ne va pas du tout. Encore aujourd'hui, dans les grandes facultés, voilà, j'ai supervisé cet été. Tenez, voilà. Cet été, il y a une étudiante à Paris 7, à Paris, qui me demande d'être, comment dire, co-jury. Et moi, je lui dis, ah, je veux bien être co-jury, mais je connais un peu votre fac. Je ne vous conseille pas de me prendre. Bah oui, parce que moi, je parle de sujets qui fâchent. Elle dit, si, si, je vous veux et tout. Alors, c'est quoi son mémoire? Voilà, elle présente à la fac, en master 2, donc. Son mémoire, c'est
l'équitation, hein, c'est un peu comme l'art-thérapie, l'équitation pour les femmes victimes de violences sexuelles, c'est, on va dire, de la thérapie avec les chevaux. Formidable. Elle donne son mémoire, c'est formidable. Elle donne le sujet au prof principal de la fac qui lui dit « Ok, je prends le sujet, mais là, il va falloir arrêter la victimisation. » Voilà la première phrase qu'il lui a dit. Ça, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire, enfin aujourd'hui, c'est cet été. Ça veut dire, c'est un des grands responsables de la fac qui, au lieu de lui dire quoi que ce soit d'autre, la seule phrase qu'il lui dit, il va falloir arrêter la victimisation. Alors elle passe son truc, et évidemment, elle a été recalée. J'ai rarement vu ça. Hein, moi, je l'ai vu, son mémoire n'était pas si mauvais. Elle a été recalée avec obligation de repasser tous les examens de l'année. C'est-à-dire qu'elle refait toute son année de master 2. Je ne sais pas où elle en est, là, je n'ai pas une nouvelle, mais c'est catastrophique. Et ça, c'est actuel encore. Donc il y a un problème, et moi, je milite un peu. Je prends des risques, j'ouvre la parole, mais maintenant, c'est facile. Avant, je ne prenais pas de risques parce qu'avant, ça aurait été très, très, très dur. Maintenant, au moins je peux parler et j'ai pas trop de problèmes pour dire ça. Et ce que je dis, c'est je vous dis une réalité. C'est une réalité vraiment dans les facultés, dans les choses comme ça. Alors, par endroit, vous avez des choses qui se passent, heureusement. Mais globalement, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Alors, là, il faut aussi penser à ces chiffres-là. Donc, moi, je vous ai dit, c'est combien de personnes? Alors, vous avez ce chiffre de la Civise. La Civise, c'est pas rien, ça a été reconnu à l'Assemblée nationale et tout ça. Et les chiffres de la CIVI, ils vous disent chaque année 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. Alors 160 000, faut bien comprendre, ils n'ont pas la grippe. Ça veut dire que c'est 160 000 enfants chaque année qui vont être malades à vie. Parce qu'on est malade à vie. Alors des fois, il y a des gens qui me reprochent de dire ça, mais c'est comme si vous étiez frappé par une voiture. On va vous réparer, mais vous allez avoir des petits problèmes de vie, de colonne vertébrale, de machin. Ben là, c'est pareil. Ça veut donc dire que dans 10 ans, il y en aura combien? Il y en aura 1,6 million. Alors, vous rajoutez, c'est énorme. Et vous avez un problème de santé publique, c'est-à-dire où vous avez donc, vous voyez bien les chiffres, on vous dit tous ces millions de personnes et tout ça. Je sais, vous prenez les chiffres du cancer, les chiffres des accidents de la route, c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est énorme et il n'y a rien qui est fait, c'est-à-dire il n'y a rien qui est fait de façon généralisée dans tous les domaines qui sont concernés. Je finirai par ça, hein, sur la question de la prise en charge. Alors, aussi autre chose, pourquoi moi je vous amène la question de l'inceste? Parce que c'est les chiffres. Les lieux des agressions sexuelles, alors vous voyez, ça c'est les chiffres de la Civise que je conteste, c'est pas assez. 5,4 millions, je vous dis, c'est pas ça. On est à, je suis pas, on peut pas dire les chiffres. Hein. Bon, on est à 6, 7, 10 millions, ce qui est énorme. Ça veut dire que vous connaissez tous quelqu'un qui est. Ça veut dire qu'ici, il y en a. C'est obligé. C'est comme ça. C'est des chiffres, il y en a partout. Hein. Alors, la famille, 81%. Donc déjà, sortir de l'idée et institutions. Quelqu'un parlait ce matin des institutions. Donc si vous comprenez bien, regardez bien les trucs. Au sein de l'espace public, vous avez 8%. C'est comme les crimes de sang. Les crimes de sang, on sait depuis longtemps que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et ça veut dire que la violence sexuelle, l'agression sexuelle, c'est principalement au sein de la famille. C'est donc là qu'il va falloir aller. Et c'est là que les politiques de prévention, toutes les politiques doivent se tourner vers ça. Oui, l'espace public, c'est peu. Ensuite, les auteurs. Alors là, vous voyez les pourcentages. Donc, puis là, moi, des fois, on m'interpelle, on me dit « Ah, vous ne parlez pas des agressions par les femmes ». Ben, désolé, il y en a beaucoup moins, c'est tout, c'est comme ça, je connais les chiffres. Il y en a beaucoup moins. Si vous prenez les chiffres, c'est les hommes. Les pères, les frères, les oncles, les amis des parents, les voisins de la famille, autres. Et là, il y a un problème encore avec la Civise. Pourquoi? Parce que la Civise prend que des personnes non amnésiques. Oui. Vous ne pensez pas qu'en fait... Excusez-moi, peut-être que les questions, ça pourrait être après, non? Non, parce que je pense qu'en fait, les hommes subissent des violences sexuelles, mais peut-être en parlement aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais malgré tout, quoi qu'on dise, c'est des questions des hommes. Et je ne le dis pas pour vous faire féministe ou n'importe quoi, c'est que c'est comme ça. Ce matin, je lis Paris Match. Je vois en Irak, ça y est, ils ont institué un truc, c'est 25% des jeunes filles de moins de 10 ans sont mariées. J'ai vu ça ce matin, j'ai dit, il y a un quart des filles de moins de 10 ans qui vont être mariées actuellement en Irak. Et elles sont mariées, dans l'article, on le voit bien, elles sont mariées pourquoi? Pour le plaisir des hommes, c'est tout. Après, on est obligé de constater ça, c'est comme ça. Alors voilà, et là, il manque quelque chose. Il manque, parce que moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, il manque les grands-pères. Et il manque les grands-oncles. Moi, dans mes patientes, qu'est-ce que j'ai eu comme histoire de grand-père? Personnellement, moi, j'ai eu aussi une histoire avec un grand-père.
Et c'est pourquoi? Parce que les grands-pères s'attaquent beaucoup aux enfants petits qui vont être amnésiques. Donc ça va être très difficile et c'est encore plus horrible quand c'est un grand-père qu'on aime bien, comme le cas que je vous ai montré avant. C'est que la fille a dit que sa référence, c'est son grand-père. Et quand sa référence, c'est celui qui a abusé, ça va être très compliqué à travailler en thérapie. Alors, ensuite, voici les chiffres qui sont importants. 9 victimes sur 10 développent des troubles associés au psychotrauma ou aux troubles de stress post-traumatique. Encore une erreur de la Civise. Je m'excuse, hein, je suis péremptoire, mais je ne connais pas 9 sur 10, c'est 10 sur 10. Vous en avez juste un qui va dire « moi c'est nickel, tout va bien ». Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est 10 sur 10. Et ce chiffre très important, une victime sur 3 fait une tentative de suicide. Celui-là, je le sors tout le temps. Pourquoi? Parce que, comprenez, quand vous êtes... Moi, j'ai fait une formation à la fac, 5 ans. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait 5 ans, on ne m'a jamais parlé de violence sexuelle. J'étais à Paris 7, jamais j'ai entendu... Je suis sorti de la fac, j'avais mon diplôme, j'ai jamais entendu parler de ça. Et j'explique ça dans mon livre. Pendant 10 ans, j'ai analysé des personnes avec la théorie du fantasme. C'est votre papa. C'est comme ça, je l'ai mis dans un livre, donc j'ai fait mon mea culpa, j'ai fait comme tout le monde. On a tous fait ça. C'est-à-dire qu'une fille arrivait, elle nous racontait des trucs et on disait « Ah, vous avez désiré papa, c'est pour ça que vous n'allez pas bien », et ainsi de suite. Et en face de nous, qu'est-ce qu'on avait? Des filles abusées, des filles violées. Comprenez? C'est important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fac, jamais quelqu'un m'a dit, pas un prof m'a dit, faites attention quand vous recevez quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Si 1 sur 3 fera une tentative de suicide, ça veut dire que ces gens-là vont atterrir chez les psys. Et que si les psys ne sont pas prévenus que peut-être il y a une violence sexuelle, on va tourner en rond. Moi, j'ai fait une intervention pour un diplôme universitaire sur le suicide. Alors, on était 3. Il y avait un des plus éminents psychanalystes français, il y avait une autre psychanalyste et moi. Ça a fini en bagarre généralisée entre moi et eux. Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé, puis je leur ai dit, quand il y a... C'était quoi? C'était un DU sur le suicide, donc avec des psychologues, des travailleurs sociaux, tout ça. Et que disaient ces gens-là? Moi, ça m'a mis hors de moi. Moi, j'arrive et je leur dis, les gens qui se suicident, ils ont été traumatisés. Globalement, c'est ça. Tous les gens qui se suicident ont eu un traumatisme. On ne se suicide pas comme ça, par hasard. Donc, ça veut dire, je leur dis ça. Puis eux me disent, oh là là, mais vous n'avez rien compris. Ça s'appelle la structure. Voilà ce qu'on me disait. Voilà ce qu'on enseigne encore. Ça date d'il y a 3-4 ans. Oui, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. La structure, ça veut dire qu'une personne qui se suicide, elle est née comme ça. C'est-à-dire, elle se suicide parce qu'elle est née avec une envie de se suicider. Comprenez, quand on travaille avec ça, comment voulez-vous y arriver? C'est vraiment compliqué. Donc ça, c'est des chiffres importants parce que c'est des chiffres officiels. Je vais passer un peu vite, mais c'est toujours compliqué, puisque vous voyez qu'il y a très peu de condamnations qui sont encore... comment dire, vous voyez, c'est des pourcentages. Alors, on me dit que ces pourcentages ne sont peut-être pas tout à fait fiables, même si vous arrivez à 5 ou 10%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires classées, il y a énormément d'affaires classées, malheureusement. Et puis, les statistiques, ça c'est vraiment important, ça c'est les statistiques du ministère de la Justice, donc c'est indéniable. Si vous prenez les affaires, il y a 3% de mensonges. Ça veut dire qu'il y a 97% de personnes qui dénoncent la bonne personne. Donc ça veut dire qu'on est obligé de penser à ça et de faire attention à ça. Ça veut dire que les gens ne mentent pas. Moi, je sais très bien. Les gens abusés préfèrent dire qu'ils n'ont pas été abusés. Tous ceux que je connaisse, vous avez été abusés? Non, non. Ils ont honte, ils ne sont pas bien. C'est rare qu'il y ait quelqu'un d'abusé qui vienne, qui dise « oui, je suis le champion de l'abus ». Ça ne marche pas comme ça. Bon, ça c'est important aussi parce que je ne vais pas en parler profondément, mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je vais sortir un livre avec Payot sur toute la question des textes de Freud du début, parce que Freud avait vu ça au début, et puis pendant 2-3 ans, il voit tout ça, puis il voit tellement le bazar, puis il y a toute une histoire avec son père qui était pédocriminel, et puis ça a été caché, j'en parle à chaque fois, puis à chaque fois on n'en parle pas. C'est énorme, pourquoi? Parce que Freud concerne tout le monde. C'est-à-dire, vous avez Freud pour le bac, vous avez Freud partout. Et Freud a dit quoi? Il a dit, je connais ça par cœur, hein, dès 1905, il dit « les femmes sont des menteuses ». C'est écrit texto. Mes patientes mentaient. Vous voyez? Ben non, elles ne mentaient pas. Alors après, je n'aurai pas le temps de le développer. Effectivement, il faut faire attention, surtout en cas d'amnésie, il y a ce qu'on appelle un déplacement. Donc je travaille beaucoup là-dessus parce que ça, c'est compliqué. Je fais beaucoup d'anecdotes, hein, tant pis, je ne peux pas développer le truc comme ça, mais vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple.
à Paris, il y a un scandale sur les centres de loisirs et les écoles maternelles. Alors, tout d'un coup, vous allez avoir 3 instituts suspendus et je crois 17 assistants maternels ou tout ça suspendus. Mais évidemment que là-dedans, il y a plein d'innocents. Alors, par exemple, un des cas d'une école, c'est très clair, moi je connais bien ça, vous avez 2 enfants qui disent qu'ils ont été abusés par un inconnu. C'est 2 enfants de la classe. Un troisième dit c'est le maître. Hop, le maître est suspendu. Et puis, ça veut dire que sa vie est foutue. Hein. Quand un maître est suspendu comme ça, c'est compliqué, il faut faire attention là. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais il faut fouiller. Et ça, c'est le rôle des gendarmes, de la police à ce moment-là, qui d'ailleurs, après on leur reproche ça, mais vous comprenez que là, vous avez déjà la vie est foutue de cet homme-là. Moi, j'ai été dans une autre vie, maître d'école, vous ne survivez pas à ça. C'est-à-dire que, comprenez, vous allez quitter votre classe, toute l'école va vous regarder comme étant un pédophile, et puis c'est même pas vrai. C'est compliqué. Ça s'appelle le déplacement. Ça veut dire qu'il faut savoir, et puis qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez par exemple beaucoup le transgénérationnel qui est là-dedans, qui complique les choses. C'est que des enfants vont par exemple dénoncer quelque chose qui arrivait à leurs parents, mais pas à eux. Voilà, il faut qu'on développe un savoir là-dessus pour arrêter parce que ça fait des affaires terribles. Alors, il me reste combien de temps? Faut que je... 10 minutes. Ok, c'est chaud. Alors, je vais aller sur le traumatisme personnel. C'est un peu, je vais pas aller trop, justement à cause du temps et puis parce que ça peut être dur et puis qu'on a dit justement que si vous n'êtes pas bien, vous sortez parce que je vous assure, des fois même mes livres, il y a des gens qui m'écrivent. Après, il y a des gens qui m'ont écrit en disant vous auriez dû mettre un avertissement sur votre livre. Ah, ça s'appelait l'inceste ne fait pas de bruit. Donc j'ai dit à ces 2 femmes, c'est des adultes. Hein. J'aurais dit. J'ai répondu, j'ai dit, vu le titre, vous vous attendiez quand même que ça n'allait pas parler du pays des bisounours. Mais bon, elles ont dit qu'elles ont été violentées par ce que j'avais dit. Moi, j'avais dit la vérité, c'est tout. Bon. Je vais essayer de faire attention, mais on est obligé de parler des choses. Alors, ça veut dire que, déjà, là où il y a une méconnaissance, c'est sur le traumatisme personnel. Qu'est-ce que ça induit, les violences sexuelles? Et évidemment, si j'ai parlé de l'inceste, c'est que je parle de l'enfance. C'est qu'il faut toujours aller voir du côté de l'enfance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup... Il y a quelqu'un qui s'appelle Muriel Salmona qui est assez connu dans ce domaine-là, et c'est la première que j'ai entendu parler. Elle a parlé du formatage. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui vont être agressées sexuellement dans leur vie, pas toutes, mais beaucoup ont été agressées dans l'enfance. C'est-à-dire qu'il va y avoir une répétition. C'est ce qu'on appelle le formatage. Pour vous donner un exemple, j'ai une patiente comme ça... on a commencé à travailler plusieurs années. Elle a été violée, je ne peux pas compter combien de fois. À ce moment-là, elle a 40 ans et elle me sort tous les 3 mois un autre viol. Puis elle a oublié, elle me dit « Ah, j'ai oublié ». Je me rappelle une fois, elle me dit « Ah tiens, ça j'ai oublié, j'avais 26 ans, j'ai fait une fausse couche, je me suis fait violer par le médecin. » Et ainsi de suite. Et elle ne mentait pas, hein, c'était à chaque fois comme ça. Pourquoi elle était violée sans arrêt? On est remonté jusqu'à l'enfance pour comprendre que ça avait commencé à 4-5 ans. Et puis qu'après, ça va être sans arrêt tout au long de sa vie. Alors, le traumatisme personnel, ça c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça va concerner tout le monde. C'est-à-dire, il y a 5 aspects principaux qui vont être attaqués. Il y a l'émotionnel. Alors ça, ce sont un peu... j'ai été formé en EMDR. Et c'est un petit peu des... on trouve ça dans le MDR, mais eux, ils disent sensitif. Bon, moi, j'appelle l'énergétique, c'est la même chose. Vous allez voir pourquoi j'appelle l'énergétique. C'est-à-dire que la personne va être attaquée au niveau émotionnel. Elle va être attaquée au niveau sensitif ou énergétique. Elle va être attaquée dans le physique. Elle va être attaquée dans le cognitif aussi, on le sait. Et puis dans le comportement, le caractère et la structure psychique. Et moi, je milite donc pour que dans les facultés, on apprenne tout ça, c'est-à-dire que les psys puissent reconnaître. Moi, par exemple, à force de travailler dessus, je fais comme en médecine. Si j'ai 3 signes, ça m'arrive tout le temps, ça. Je reçois des familles. J'ai un cas, je vous donne un cas comme ça. Et c'est là où on voit qu'il y a le transgénérationnel. J'ai reçu une famille, la mère, elle a 3 trucs caractéristiques. Thyroïde, obésité, et il devait y avoir, et des fois il y a fibromyalgie, voilà. C'est le grand truc, fibromyalgie. Vous avez les 3 comme ça. Moi immédiatement je dis, vous avez eu des violences sexuelles?
Même pas, je dis même pas ça parce que des fois ça choque. Je dis, y en a-t-il dans la famille? Voilà. Je dis, avez-vous entendu parler de violence sexuelle? Puis là, les personnes vont décider si elles le disent ou pas. Elle me dit oui et tout, on fait toute la séance avec sa fille pour apercevoir au dernier quart d'heure que sa fille a été abusée. Elle ne m'a même pas dit, il m'amène la fille qui va pas bien. Et c'est le dernier quart d'heure que je vais comprendre que la fille a été abusée. Leur fille, qui avait 6 ans à l'époque, avait été abusée à 4 ans. Heureusement, elle a dénoncé, puis c'était avéré. Donc c'est pour dire qu'on reconnaît par les symptômes comme ça. Alors ça va donner, je vais être un peu vite, l'émotionnel. C'est-à-dire que ça veut dire des émotions négatives et négatives par rapport à soi et négatives par rapport aux autres. Alors, vous voyez ce qui est très intéressant, je vous parlais de Freud. Freud, avant 1900, il découvre que toutes les maladies psychiatriques, lui, il dit ça. Et moi, je dis pareil. La majorité des maladies psychiatriques viennent des violences sexuelles. C'est ce que découvre Freud. Puis après, il va dire, c'est pas vrai, c'est pas ça et tout. Et moi, j'ai mis 10 ans à le découvrir tout seul, puisque Freud avait dit que c'était pas vrai. Puis moi, j'ai travaillé avec des psychotiques, avec des schizophrènes, avec des autistes, tout ça. J'ai reçu des adultes, des enfants, des adolescents, pour arriver à quoi? Notamment le cas d'une jeune schizophrène, où au bout de 4-5 ans de travail avec elle et sa famille, tous les abus sexuels vont sortir. Puis après, je demande à des collègues, et on constate qu'il y a un rapport entre la psychose et ça. Jamais j'ai entendu ça à la fac. La paranoïa, pendant moi, dès qu'il y a paranoïa, je fais une enquête. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est assez énorme, puisque à la fac, on disait n'importe quoi sur la paranoïa, ou sur des maladies physiques, je vais y venir. Alors l'émotionnel, ça fait ça. Je vais passer, c'est le cycle, ceux qui sont abusés connaissent ça. On passe de la peur à la colère, à la haine, à la tristesse, à la dépression, à la colère. C'est sans arrêt comme ça tout le temps. Alors, pourquoi j'ai dit énergétique et sensitif? C'est parce que vous avez deux extrêmes dans les personnes abusées. C'est aussi ça qu'il faut reconnaître. Parmi d'autres symptômes, vous voyez, vous avez soit l'énervé, soit l'apathique. Moi, je me suis fait beaucoup avoir par les apathiques. Je reconnais les énervés, pourquoi? Parce que je suis un énervé, je suis un abusé énervé. Vous voyez, je le sais, là, je suis... comme ça. Même ma vie, c'est comme ça. Je prends l'avion, Bastia, hop, je retourne, voilà, à Paris. Vous voyez, c'est une activité. C'est une activité parce qu'on a de l'angoisse, je n'ai pas le temps d'y venir, mais l'angoisse de mort est toujours là. Donc, vous avez ça, puis vous avez des gens anesthésiés. J'ai eu du mal à les reconnaître. Ça veut dire, c'est des personnes qui ont l'air d'aller bien, mais ils sont anesthésiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de corps, ils ne sont pas là. Et on met du temps à comprendre. Alors, vous avez soit des gens qui ont des surchauffes permanentes, des douleurs permanentes, leurs sens sont devenus fous. Et puis, vous avez le versant anesthésié. C'est par exemple, moi je dirais quelqu'un qui n'avait, après une agression sexuelle à l'âge de 9 ans, n'a plus d'odorat. Très étonnant. Hein. Et en même temps, vous voyez la force du corps. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'agression sexuelle, il y a une odeur qui est associée à l'agression sexuelle. Donc automatiquement, hop, elle enlève, elle n'a plus d'odorat. Des personnes, j'en ai rencontré une, insensible à la douleur. C'est-à-dire, elle était devant moi, c'est quelqu'un que je connaissais qui était très abusé. J'étais totalement stupéfait, elle était brûlée pratiquement au 2e, 3e degré. Je la regardais, et je lui dis, mais t'as mal? Non, pourquoi? C'est-à-dire, elle sent plus son corps. C'est quelque chose qu'il faut remarquer quand la personne sent plus ses organes sexuels. Il y a eu plein de théories de sexologie là-dessus. On ne comprend pas que ça vient souvent, je ne vais pas être généralisé à chaque fois, mais souvent ça vient de ça. Quand une femme dit, moi quand je fais l'amour, je sens rien. Si vous le mettez avec 2-3 autres symptômes, il faut se méfier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle sent rien? Vous voyez, ça c'est l'anesthésie. Ensuite, le versant exacerbé, c'est le contraire. Vous avez des gens qui deviennent fous avec des odeurs. Vous avez des gens, vous voyez, j'avais une patiente qui était abusée par son père. Elle rentre dans mon cabinet. Elle est partie. Puis je vais la prendre dans la salle d'attente. Elle est partie. Puis la fois d'après, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes partie? Et en fait, elle dit, j'ai été chez vous, et chez vous, ça sentait le sexe de la femme. En fait, c'était quoi? C'est que la femme de ménage avait ciré l'escalier. Bon, elle a eu cette odeur-là, et elle s'est mise à délirer sur que ça sentait le sexe de la femme. Donc à ce moment-là, le sens est devenu fou, et ça va donner, alors par exemple, au lieu de rien sentir dans le corps, ça va donner du vaginisme, ou des zones impossibles du corps à traiter. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Alors, le physique, de nombreuses maladies et
une des vraiment les plus fréquentes, c'est la fibromyalgie. J'ai mis du temps à comprendre que ça concernait la sclérose en plaques, et puis je viens de lire Freud qui l'avait déjà vu en 1900. C'est ça qui me tue, c'est qu'un siècle après, je vais m'apercevoir de quelque chose qu'il avait déjà vu à propos de la sclérose en plaques. Et puis la thyroïde. Alors j'ai fait beaucoup de colloques avec des endocrinologues, des gastro-entérologues et tout ça. En général, au Canada, ils sont plus avancés que nous là-dessus. Ils font des études et tout ça. Et des maladies de peau, beaucoup de choses qui ne peuvent pas se guérir. Je vais juste finir, puisqu'il ne me reste plus que 2 minutes. Je vais finir là. Donc, je pourrais vous développer après toute la question des troubles psychiques, hein, évidemment. Vous avez toutes les zones, je vais passer là toutes les zones là. Le cognitif, c'est important. C'est que être abusé enfant, principalement, ça rend bête. Je vous dis ça, c'est pas un jugement, c'est que je le sais sur moi. C'est-à-dire pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens, l'inceste. Ça n'a pas de sens qu'un humain fasse du mal à l'autre humain. Pour un enfant, ça n'a jamais de sens. Donc, son cognitif va être attaqué par ça. Ça veut dire que non seulement les gens abusés, souvent je vois, ils n'ont plus de radar. C'est le radar est cassé. Donc, ils ne savent plus ce qui est bien ou mal. C'est très compliqué. J'ai des patientes comme ça, ils ne savent pas. J'ai une jeune patiente, elle peut se faire violer à tout moment. Elle ne sait pas. Je l'ai sauvée d'un gars qui lui donne rendez-vous à 10h30 chez elle. Et je lui dis, elle me dit, bah oui, il vient, mais j'ai pas envie qu'il vienne. Ben, je lui dis, il vient à 10h30 chez vous le soir, un samedi soir, et vous voulez pas qu'il vienne. Je dis, est-ce que vous voulez sortir avec? Non. Eh ben, vous lui dites non. Bah oui, mais je peux pas. Alors j'ai dit, ben voilà, vous voyez, c'est des trucs qu'on n'a pas appris en psychanalyse, ça. On n'avait pas le droit de faire ça. Moi, je l'ai fait, j'ai dit, prenez votre portable. Vous envoyez devant moi un SMS. Vous lui dites, j'annule le rendez-vous de 22h30 samedi. Elle annule, et après elle reçoit insulte, salope, putain, tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire que si elle l'acceptait, elle était violée ce samedi-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de radar, ils ne savent plus du tout comment faire, ce qui est bien, ce qui est mal, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est même des endroits où le bien, c'est le mal. C'est-à-dire que ce sont des gens, par exemple, ils peuvent tout d'un coup devenir paranoïaques avec des gens qui essayent de les aider. Parce qu'ils ne savent plus ce qui est bien et mal. Alors, le comportement, là aussi, il faut le voir, quand vous avez... voilà, j'avais plein de choses à vous expliquer, mais je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Donc, je voulais juste finir sur la prise en charge. Alors voilà, c'est très simple. Je vais aller très simple. Il y a 2 choses. Première chose, prise en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas quand on va y arriver, formation des médecins. Pourquoi? Parce que c'est eux les premiers. Les premiers, c'est les médecins. Les médecins généralistes. Y a-t-il actuellement une formation des généralistes aux violences sexuelles? Non. Ça veut dire, tous les médecins qui suivent mes formations, ils me disent c'est incroyable. Ils n'avaient pas fait attention à ça. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive et dit j'ai une telle maladie et tout, il faut mettre de côté. Ah, on pourra peut-être demander, vous est peut-être arrivé quelque chose? Non. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va aller directement sur la maladie sans penser qu'il y a une origine. Donc les premiers qui vont venir, c'est les médecins. Alors dans le cas des troubles psychiques, que font les médecins? Ah, il y a un petit problème et tout. Alors ils envoient aux psychiatres. Et comme les psychiatres n'ont pas de formation non plus, eux, qu'est-ce qu'ils font les psychiatres? Ils donnent des médicaments. Et ça continue qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe. Troisième, c'est les psychologues. C'est-à-dire que ça va du médecin au psychiatre, puis au bout d'un moment, le psychiatre, il dit, bon, je vous ai donné des médicaments, maintenant, il faut aller voir un psychologue. Alors, il va voir le psychologue, mais le psychologue, lui, il a appris la théorie du fantasme. Alors, le psychologue, il n'a pas appris à reconnaître les symptômes non plus. On lui a dit, c'était interdit pour nous, hein. Je vous le dis vraiment, en tant que psychologue, on appelait ça le factuel. Ça veut dire qu'on ne s'occupait pas de savoir si la personne elle avait des symptômes physiques et tout ça. Il n'y avait que le psychisme. Alors, si vous avez des psychologues bien formatés, ça peut durer 10 ans, 20 ans, et des psychanalystes, évidemment, comme je connais. Il y a des gens qui m'envoient des mails, ils ont fait 20 ans, 30 ans de psychanalyse pour arriver à comprendre qu'ils ont été abusés, sauf qu'à ce moment-là, ils ont 60 ans. Et ah bah oui, ils ont 60 ans, ils ont 50 ans, et ils ont traîné des symptômes toute leur vie, et puis, que disaient les psychanalystes, c'est à la semaine prochaine. Alors ils revenaient, puis oui, oui, j'entends, puis alors après, il ne fallait pas parler, donc on ne parlait pas, puis on écoutait, puis on dit oui, oui, j'entends, j'entends. Ok, puis des fois on lançait, bah, c'est peut-être votre père, c'est peut-être... enfin, votre père, on ne disait même pas ça, on disait, c'est le désir, vous avez désiré votre père, et tout ça, et puis on arrivait de nulle part. Donc ça, c'est la question, et je vais finir, donc ça, c'est la prise en charge. Il faut que tous ces gens-là soient informés, que tous ces gens-là soient formés.
Le final, c'est quoi? C'est les familles. Alors les familles, on en rencontre une autre difficulté. C'est que dans les familles, vous n'allez pas rentrer dans une famille comme ça. C'est-à-dire, alors c'est quoi? Donc ce sont toutes les institutions scolaires. Ça, c'est vraiment l'école. Mais à l'école, il va se passer quoi? J'ai fait un... Il y a eu un colloque à l'UNESCO, on m'a invité, et j'ai vu que, c'est il y a quelques années, que c'était pas du tout prêt. C'était un colloque international là-dessus. Quand j'ai dit ça, j'ai senti qu'il y avait un malaise. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, il faut informer les enfants dès 3-4 ans. Tout le monde m'a dit, oh là, dès 3-4 ans. Mais parce que la majorité des abus, c'est à 3-4 ans, je le soutiens. C'est ce que disait Freud au début. C'est 4, 5, 6 ans. C'est là que ça commence. S'il n'y a pas d'information à l'école, il suffit qu'à l'école, et c'est pour ça que c'est très important, parce que maintenant, il y a une information à l'école. Mais maintenant, on va aller du côté des familles. S'il y a des familles qui entendent qu'à l'école, on vous parle d'inceste, ça va être la révolution. Comment on fait? Les familles vont arriver, vous dites à nos enfants qu'on peut les toucher dans la famille. Ah non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça à nos enfants. Ben oui, mais si on leur dit, tu sais, il y a des grands qui font des choses, mais qu'on leur dit pas que ça peut être dans la famille, bah dans ce cas-là, l'enfant, lui, il va pas capter, il va aller, et donc la petite fille, elle va aller, voilà, et le papa ou l'oncle, il va faire un truc, ou son grand frère, ce qui est, hein, dans les chiffres, c'est très important, les grands frères, et ben, elle va dire, bah, c'est comme ça dans ma famille, et du coup, on va pas y arriver. Et puis, je vais finir vraiment là-dessus, les garçons, c'est-à-dire l'éducation des garçons, c'est-à-dire, et ça, l'éducation des garçons, je vais beaucoup plus bas, c'est 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire, le jour où dans toutes les familles, on va dire aux garçons, j'ai participé à un livre dernièrement là-dessus, c'était tu ne touches pas, c'est extrêmement important. Ça commence par tu ne touches pas, c'est même pas sexuellement, parce qu'à 2 ans et demi, il n'y a pas de sexualité. Donc à 2 ans et demi, c'est dire aux garçons, tu touches pas le corps de l'autre, c'est interdit, c'est non, quoi qu'il arrive, tu ne touches pas le corps. Si à 2 ans et demi, un enfant, voilà, mes enfants, ils sont plus écologiques que moi. Mes enfants m'engueulent, moi. Ils ont raison. Pourquoi? Mais pourquoi ils m'engueulent, mes enfants? Parce qu'ils ont appris l'écologie à l'école. C'est incroyable, les enfants. Ils vous disent, tu jettes pas ça, tu fais papa, je veux pas devoir faire ça, et tout ça. Puis je dis, ok, oui, excuse-moi. Ils ont appris à l'école. C'est pas moi qui leur ai appris. Si à l'école, on dit, tu touches pas, si partout on dit aux garçons, vous arrêtez, vous aurez toute la question du consentement qui va être résolue. Mais si on élève les garçons avec rien, alors c'est le festival du n'importe quoi, ou avec des valeurs encore pires. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation, au niveau, et je le répète, des garçons, parce que c'est quand même eux les acteurs principaux de l'affaire. Voilà, j'ai fini.